Bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour. Est-ce que l'Occident est haï parce il a oppressé ou parce qu'il est devenu plus faible? Non, je pense que simplement nous sommes sidérés par un nouvel état du monde. Ce nouvel état du monde, il est clair. Je ne pense pas qu'il y aura une troisième guerre mondiale sur le modèle de la première ou de la seconde guerre mondiale. Mais il y en aura une? Non, je pense pas. Je pense que nous sommes entrés dans la guerre mondialisée, que la guerre, elle aussi, subit la mondialisation, et nous sommes en fait véritablement sur un éclatement des grands blocs géopolitiques. Nous sommes sur une explosion des civilisations, une implosion des cultures, et nous voyons des conflits se multiplier partout. Est-ce que vous êtes finalement, vous êtes tenant de la thèse de la guerre de tous contre tous? Je crains que nous y soyons, ou plutôt, comme dirait le pape François, la guerre en miettes, la guerre en fragments, parce que ce sont des conflits qui commencent, on ne sait pas quand ils finissent, ils n'ont pas de fin claire d'ailleurs, n'est-ce pas? Il n'y a plus d'armistice, de cessez-le-feu, de traité de paix. Ils reprennent, et ils reprennent dans tous ces endroits qui sont ces grandes routes de l'énergie, dans ces corridors du monde, et c'est là où il y a 5 puissances qui sont des puissances très anciennes, mais qui reviennent aujourd'hui et qui, en fait, elles professent la haine de l'Occident, ce qu'elles nomment l'Occident. Est-ce que ça a un sens? On peut se poser la question. Mais elles disent quoi? Qu'il y aurait cette hydre qui serait hypocrite, menteuse, corrompue, corruptrice, qui serait prédatrice et qui, en fait, professerait une espèce de faux universalisme pour asseoir son hégémonie. Sa domination. Voilà. Et c'est qui? C'est les États-Unis et nous, quoi. Voilà. Nous, c'est l'Europe. Nous, c'est l'Europe. Il y a les États-Unis, évidemment. Il y a un peu le Japon et l'Australie. Peut-être, mais vous voyez que cette notion d'Occident, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire parce que d'abord, on parle vraiment d'Occident dans la littérature ou dans la pensée qu'au moment où on pense qu'il est mort, vers la fin du 19e siècle. Vous rappelez d'ailleurs dans le livre que c'est l'étymologie même du mot Occident. Qui veut dire mourir, qui veut dire disparaître. C'est le soleil qui tombe, n'est-ce pas? Et qui mord la poussière, en quelque sorte. Mais on va parler de déclin de l'Occident, etc. À partir à la fin du 19e siècle, lorsqu'en fait ces grandes puissances colonisatrices que sont le Royaume-Uni et la France, qui à ce moment-là, à elles deux, occupent 30% des terres émergées, 30% de la population mondiale, n'est-ce pas? Eh bien, elles sont déjà en déclin parce qu'arrive cette guerre de 1914-1918 qui est le suicide de la civilisation avec un grand C que ces pays d'Europe pensaient apporter au reste du monde, une boucherie abominable, la mitraille, les gaz. Et en fait, c'est cette idée même qui meurt là, à ce moment-là, parce que, fait peu connu, et qui est toujours saisissant, en 1918, il y a plus de soldats américains sur le territoire français, dans l'Hexagone, que de soldats français. Il y a 2 millions de soldats américains en 1918. Le monde a basculé. En 1917, l'Union soviétique est née. Après 1945, le nom de l'Occident devient en fait le nom de l'Alliance Atlantique, de ce bloc, qui n'est peut-être pas un bloc égalitaire. C'est tout le problème. Il y a plusieurs questions qui se posent autour de ce bloc. Alors, question, on va peut-être y aller tout de suite. J'avais prévu de vous le demander plus tard, mais est-ce que, justement, cet Occident... Vous venez de décrire cette guerre de 14-18, qui a été décrite par certains comme une guerre civile européenne. Est-ce que cet Occident, vous dites qu'il a du mal à se définir, ne porte pas, justement, en germe ses propres faiblesses, ses divisions? Et puis, est-ce qu'il ne transmet pas dans ses conquêtes de quoi le combattre? Le principe des nationalités, par exemple. Ho Chi Minh a fait ses études à Paris avant de mener le combat pour la décolonisation de l'Indochine. Je dirais de manière encore plus dramatique, et c'est un peu l'enjeu de ce livre, de raconter comment ces 5 néo-empires d'aujourd'hui, qui sont dirigés par Poutine en Russie, par Xi Jinping en Chine, par Erdogan en Turquie, par Modi en Inde, par Khamenei en Iran, sont les héritiers d'anciens grands empires, l'empire tsariste, l'empire ottoman, l'empire Qing, l'empire mandchou, l'empire moghol. Ces empires, lorsque l'Europe prend son essor planétaire à la suite des grandes découvertes, veulent s'occidentaliser, n'est-ce pas? Et en fait, ils vont échouer à s'occidentaliser. Et comme ils ont échoué, ils vont faire de la sur-occidentalisation. Mustafa Kemal, en Turquie,
pas la vie en Iran. Nehru en Inde, c'est la solution du nationalisme emprunté à l'Europe sur des réalités qui sont complètement différentes historiquement. Et puis, il y a la solution communiste. Mao en Chine, évidemment, avant Lénine en URSS. Et tout ça, c'est la victoire, entre guillemets, de l'Occident, c'est-à-dire de la confusion entre ce qui fait l'esprit européen et la volonté de puissance, la domination techniciste, la sidérurgie, l'administration, l'armée, l'école, la guerre. Est-ce que, justement, malgré tout, pardon de vous poser cette question politiquement incorrecte, mais pourquoi cet Occident a-t-il été hégémonique et il a même inspiré jusqu'à ses ennemis d'aujourd'hui? Est-ce qu'il n'a pas quand même une supériorité? Est-ce qu'il n'a pas quelque chose que ses rivaux n'ont pas? Alors, je vais répondre oui, mais il ne faut pas chercher du point de vue, dire l'Occident c'est gréco-latin, ou c'est chrétien, ou c'est judéo-chrétien, ou c'est les Lumières, parce qu'à chaque fois ça cadre pas du tout. Non, il y a eu quelque chose qui s'est passé en Europe au 5e siècle qui s'appelle les invasions barbares. Et l'Europe, pour se reconstruire, en fait, a pratiqué sur elle-même une immense violence. Vous voyez, quand vous faites une carte des guerres dans le monde entre 3000 ans, depuis 3000 ans, les guerres se concentrent en Europe. Vous avez eu une guerre de 100 ans en Europe. Vous avez eu une guerre de 30 ans en Europe. Vous avez eu des guerres de religion en Europe, au moment même, juste avant les grandes découvertes. Vous avez eu ensuite, évidemment, tous les conflits du 19e siècle. En fait, l'Europe a été ce lieu où les expériences les plus sombres de l'humanité ont pu être menées, mais aussi les plus lumineuses. Parce que face à cette violence, face à ce risque d'inhumanité permanent, est venue la conscience auto-réflexive, le retour critique sur soi. Donc l'Europe a pu enfanter... La force de l'Europe, c'est de savoir penser contre elle-même? Absolument, et de savoir se... C'est un mot qui n'est pas très à la mode parce qu'il y a eu un excès de repentance, mais c'est la métanoïa, la conversion. C'est-à-dire de se rendre compte, c'est déjà dans l'Iliade. L'Iliade, ce n'est qu'une suite de batailles terribles. Et puis, il y a quand même des moments de compassion, y compris face à l'ennemi. La compassion nous sauve de l'inhumanité. Il n'y a pas de domination innocente. Et c'est là où cet Occident est mal formé et ne va nulle part. C'est que le mythe fondateur américain, c'est le contraire. C'est la domination innocente. C'est une terre vierge, prétendument réservé par Dieu pour établir l'empire du bien. C'est le mythe fondateur. Et ce sont deux mythes fondateurs qui ne fonctionnent pas ensemble. Mais alors, je comprends bien, Jean-François, votre difficulté et votre réticence à définir d'un bloc le terme Occident. Mais d'un autre côté, si on suit justement votre thèse et la résurrection de ces empires qui ont en commun de ne pas aimer, d'avoir la haine de l'Occident, est-ce qu'il n'y a pas au-delà de la religion ou en deçà de la religion, mais un fait tout simplement historique et géopolitique majeur? Vous citiez tout à l'heure les invasions barbares. Mais finalement, on voit bien que l'histoire a été souvent, depuis notamment cette période et même avant, il y a eu des dynamiques et des dialectiques contraires, l'Est contre l'Ouest ou le Sud contre le Nord. Et à l'inverse, l'Ouest qui repart à la conquête de l'Est, on peut parler des croisades, après ou bien la colonisation qui est aussi un mouvement aussi défensif, c'est-à-dire qu'on va vers le sud pour éviter également les ça, invasions. Ce sont des mouvements. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que ces 5 néo-empires sont l'héritier d'expériences autoritaires ou totalitaires, n'est-ce pas? Et en fait, c'est pour poursuivre ces expériences totalitaires, la Chine, paratotalitaire, la Russie, autoritaire, la Turquie, etc., que ces néo-empires, en fait, nient ce qui fait véritablement la capacité occidentale, c'est l'universalité de la personne humaine, la dignité intrinsèque de chaque être humain, et donc la règle de droit. C'est l'héritage grec. Chrétien. Chrétien, et c'est à partir de la préexiste, non? Non, c'est Saint Paul. Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni hommes, ni femmes, ni maîtres, ni esclaves. Et donc, à partir de là, mais c'est universel, n'est-ce pas? Puisque pour le christianisme, il y a un universalisme. Ce que font ces néo-autocrates, c'est de poser des expériences parce qu'ils sont l'héritier d'une expérience d'européanisation où on a tout pris, sauf le renoncement à l'autocratie, sauf le renoncement à la violence, sauf le renoncement à la cruauté, à la barbarie. Tout ce qu'ils affichent aujourd'hui.
en Ukraine, au Karabakh avec Erdogan, contre les Ouïghours pour Xi Jinping, contre les femmes iraniennes par le régime des mollahs. Et qu'est-ce qu'on voit là? C'est qu'en fait, ces néo-empires ont compris que leurs prédécesseurs avaient fait une erreur. Ils avaient supprimé la religion parce qu'ils voulaient être occidentaux, donc il fallait tout supprimer, du passé, des racines, de la croyance. C'était l'obscurantisme. Ils étaient sur une hyper-occidentalisation dans leur esprit. Mais eux, les successeurs, ont compris que la religion est un magnifique carburant pour faire la guerre, et c'est pour ça que vous avez tous ces pseudo-retours. Poutine à l'orthodoxie, il restaure les monastères que ses ancêtres KGBistes imitaient. Poutine, donc, son compte est clair. Xi Jinping cite Confucius dans les Gardes rouges, dont le père de Xi Jinping brûlait les écrits, n'est-ce pas? Modi veut réhindouiser les Indiens comme les islamistes veulent réislamiser les musulmans. Le cas iranien n'est que trop clair. Et Erdogan restaure le culte musulman dans Sainte-Sophie, qui était devenu un musée. Alors, cette utilisation de la religion, c'est l'utilisation paratotalitaire de la religion. Votre thèse, justement, dire qu'il y a une coalition des autocraties, donc Russie, Turquie, Iran, Chine et Inde, avec un ennemi, l'Occident, est-ce que quand même, elle ne cède pas justement à ce que vous dénoncez? C'est-à-dire qu'elle ne cède pas à une forme de définition de l'Occident qui serait l'empire du bien contre l'axe du mal? Est-ce que vous ne cédez pas à une forme de manichéisme? Non, parce que je dis, et je vous dis, et c'est là quand même où j'ai une adhésion extrêmement forte à ce que représente la France pour moi, qui a toujours été plus que l'Occident, qui ne s'est jamais réduite même à l'Europe, qui a toujours, je dirais, tenté son aventure sur tous les continents pour essayer malgré tout de professer cet universalisme, même si évidemment le tableau historique, et là encore, n'est pas ni blanc ni noir, mais est évidemment contrasté. Non, ce qui se passe, c'est que ces néo-empires, en fait, ont la même constitution politico-religieuse que les États-Unis, où le nom de Dieu est sur le dollar, où le président prête serment sur la Bible, où le Capitole ressemble à un temple, où il y a une véritable vénération des cimetières militaires et du drapeau. Et en fait, on a un choc, n'est-ce pas? Et donc, pour notre plus grand malheur, en fait, comme le mythe fondateur de l'Amérique a été ébréché par le 11 septembre, l'Amérique a poursuivi des guerres où George W. Bush Jr. n'hésitait pas à parler de bombes humanitaires. Vous voyez, pour nous, ça n'a pas de sens. On sait ce que c'est une bombe et on sait ce que c'est l'humanité ou l'humanitaire, et on ne confond pas les deux. Et donc, en fait, malheureusement, l'Amérique a offert à ces néo-tyrans, à ces néo-empereurs, à ces néo-Césars, le réquisitoire. Et nous, aujourd'hui, nous voyons que cette Amérique va mal. Elle s'est divisée. Regardez le départ d'Afghanistan. Vous dites, voilà, l'un des événements qui a été déterminant, ça a été la chute de Kaboul. Et bien entendu, 20 ans de présence, de guerre, 3500 milliards de dollars dépensés, des GI morts ou amputés, blessés, des populations civiles, alors là, les victimes sont en centaines de milliers, pour d'un jour partir comme ça et laisser le pays aux talibans. Et puis, évidemment, quand même, l'incident du Capitole, c'est le temple de la démocratie américaine, le temple de la Constitution. Il a été, en quelque sorte, malgré tout, chahuté, donc profané. Et cette Amérique-là, eh bien, aujourd'hui, il faut que nous apprenions à vivre sans elle et que nous assumions notre destin avec une France en Europe qui doit naturellement s'emparer du leadership européen parce qu'elle est la seule puissance nucléaire, parce qu'elle est la seule à avoir une armée complète, terre, mer, terre, mer, air. Une armée qui n'est pas capable de tenir très longtemps face à un ennemi comme la Russie. Qui pour l'instant est réduite parce que nous avons été dans l'erreur, mais qui doit être redéployée. Et une armée qui a connu le feu en Afghanistan, au Sahel, ailleurs. Des soldats qui sont de bons soldats, il faut le dire aussi, intelligents, qui ont aussi une connaissance des cultures. Et dernier point, nous sommes un des rares pays du monde à être présents sur toutes les mers, donc y compris dans ce Pacifique qui, après la Méditerranée, après l'Atlantique, est le bassin autour duquel va se décider le sort du monde.
Dernière question, est-ce que finalement vous décrivez une dialectique, mais est-ce qu'on a intérêt à y céder? Après tout, on a vu De Gaulle ou Nixon qui avaient su nouer des liens et des contacts, qui avec l'URSS, qui avec la Chine. Est-ce qu'il ne faut pas nouer un contact avec un de ces acteurs-là pour pouvoir déstabiliser les autres? Mais écoutez, pour moi, il n'y a pas 36 politiques étrangères de la France. La France a une histoire millénaire. C'est l'héritage des Capétiens, c'est l'héritage de Gaulle, que même Mitterrand a assumé à un moment. Cet héritage dit quoi? C'est que la France, c'est un royaume ou une république, comme vous voudrez, une nation en tout cas, qui joue les empires les uns contre les autres. Et qui joue les empires les uns contre les autres en ralliant à elle, la France, comme le disait Malraux, la voix des hommes sans voix, tous ces insurgés de la terre qui ne veulent pas vivre sous le joug de l'autocratie et de la barbarie. Moralité, Jean-François, c'est-à-dire qu'il faudra quand même parler avec et nouer des alliances ou bien des ententes avec un des salauds, un des méchants. Oui, il y en a un qui est quand même assez désigné pour ça, parce que c'est finalement comme diraient les enfants, le moins pire, c'est l'Inde. Et d'ailleurs, vous daignez, je vois, à l'Inde de Modi, son traditionnel titre de plus grande démocratie du monde, de fait. Voilà, absolument. Mais encore une fois, la France, c'est plus que l'Occident, sachons-le. Et puis, on a tous nos savants qui se sont intéressés à toutes les cultures du monde dans une vraie gratuité d'esprit. La France est une grande nation, mais pour le demeurer, il faut qu'elle s'en souvienne. Ce que disait un prélat étranger au XIXe siècle, le cardinal Mercier. Et qu'elle s'en donne les moyens. C'est étourdissant d'érudition. Le livre ne se lâche pas, on s'en sort plus instruit, plus intelligent, même si on n'est pas toujours d'accord. C'est absolument à lire. L'Occident, ennemi numéro 1, et c'est chez Albin Michel.